Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau webinaire de l'innovation. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Charles Duval, je suis chargée d'accompagnement des entreprises chez Laval Mayenne Technopole et notre mission chez LMT, c'est d'accompagner les entreprises et les acteurs économiques du département de la Mayenne dans leurs projets d'innovation ou dans leurs projets qui utilisent des méthodes innovantes. Et donc, pour partager autour des méthodes, des outils que l'on peut utiliser et mobiliser pour ces projets au sein de son entreprise, on anime tous les mois un événement qui est soit une matinée de l'innovation, soit un webinaire de l'innovation, donc le deuxième mardi de chaque mois, pour parler des différents sujets en lien avec l'innovation. Je vais du coup passer la parole à Stéphane qui nous a préparé un webinaire intitulé Innover comme on prépare un marathon. À chaque entreprise, sa démarche. Bon webinaire tout le monde. Merci Charlotte. Donc effectivement, je m'appelle Stéphane Langlais, je travaille à Laval Mayenne Technopole. Je suis chargé d'accompagnement des entreprises au sein de LMT, donc c'est moi qui vais animer ce webinaire qui porte sur les méthodes et démarches d'innovation pour les organisations. Donc en fait, ce webinaire, il est notamment, alors il est en lien avec beaucoup de choses qu'on peut proposer en termes de webinaires ou de matières d'innovation tout au long de l'année, mais il fait notamment écho à un webinaire que j'avais animé il y a un an environ, qui portait sur la manière de vérifier la faisabilité de son projet d'innovation. Et au cours de ce webinaire, j'avais évoqué la nécessité de vérifier que pour vérifier la faisabilité de son projet, il fallait vérifier également que l'organisation qui porte ce projet était favorable à l'éclosion du projet et à son développement. Et finalement, aujourd'hui, on va rentrer un peu plus dans le détail sur ce que j'évoquais à l'époque, et donc notamment sur les étapes, sur les démarches et sur les types d'organisations existantes qui vont consolider la capacité d'innovation d'une entreprise. Et donc pour commencer, j'aimerais reposer avec vous quelques éléments d'histoire et des définitions qui me semblent importantes à maîtriser pour savoir de quoi on va parler. Et donc notamment parler des conditions de succès d'un projet d'innovation. Et donc, outre les conditions externes qui font qu'un projet d'innovation va réussir ou non, tel que le fait qu'il y ait un marché existant, par exemple, pour votre innovation, ou qu'il n'y ait pas d'obstacles réglementaires pour votre projet, il y a effectivement des conditions internes qui vont impacter les chances de réussite de votre projet d'innovation. Donc effectivement, il y a 20 ans, il y a même un peu plus de 20 ans, on avait tendance à limiter la capacité d'une entreprise à innover à ses efforts en matière de recherche et développement. Et finalement, l'innovation à l'époque était encore perçue comme un éclair de génie de la part de personnes souvent en blouse blanche, on va dire, et non par une approche systémique. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est une citation de Peter Drucker qui est considéré comme le fondateur du management moderne, qui nous expliquait à l'époque dans l'une de ses publications que les entreprises semblent encore penser que l'innovation reste un éclair de génie et non une discipline systématique, organisée et rigoureuse. Et à l'époque, dans sa publication, il considère que la majorité des entreprises sont dans ce cas-là. Il prend juste certaines exceptions, et notamment des grandes entreprises américaines, mais voilà, pour lui, à l'époque, c'était ça la perception de l'innovation au sein des organisations. Et donc, on a évolué ensuite en ne se limitant pas uniquement aux efforts de R&D. Et au milieu des années 2000, on a commencé à considérer d'autres éléments qui pouvaient être des conditions de succès d'un projet d'innovation. Et donc ça, c'est notamment ce qui a été développé par un économiste français qui s'appelle Paul Millier, qui est professeur à l'EM Lyon, qui commençait à effectivement aborder d'autres éléments tels que pour qu'un projet réussisse, qu'il y ait une acceptabilité en interne d'un projet d'innovation. C'est pas uniquement finalement votre marché qui va faire que votre innovation soit un succès ou non, mais c'est également en interne s'assurer que le projet est bien accepté par l'ensemble des collaborateurs. Un autre aspect qui a commencé à être pris en compte à l'époque, c'est la nécessité pour l'entreprise de nouer des partenariats pour mener le projet, et également d'identifier suffisamment tôt des prescripteurs pour le projet qui sera nécessaire de convaincre.
peut penser souvent voilà, au client final, mais c'est pas uniquement lui qu'il faut convaincre. Il y a sûrement des relais qu'il faut convaincre, il y a sûrement un réseau de distribution qu'il faut convaincre, et toutes ces personnes-là vont faire la promotion de notre futur produit ou de notre futur service ou voilà, de notre future innovation. C'est également à cette époque qu'on a commencé à davantage structurer la gestion de projet, qui correspond à la fois à la manière dont on va passer d'une phase à l'autre dans le projet, et également à la manière dont on va constituer l'équipe qui va porter le projet. Et donc c'est à ce moment-là qu'on a commencé à évoquer l'importance d'avoir une équipe pluridisciplinaire qui va prendre en considération de multiples points de vue, comme par exemple ceux de la conception, mais aussi ceux de la production, et également ceux du marketing. Donc c'est à partir de là qu'on a commencé à stimuler beaucoup plus les échanges au sein même des entreprises pour porter les projets d'innovation, et qu'on a créé des équipes pluridisciplinaires. Et finalement, toute cette approche a été enrichie car c'est finalement assez récent le fait de percevoir l'innovation non pas uniquement à l'échelle d'un projet, mais plutôt de manière davantage globale au sein de l'organisation et plus dans le quotidien de l'entreprise. Et finalement, parler d'innovation, non pas effectivement sur un projet, mais dans la capacité d'une organisation à innover. Et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est comment finalement augmenter la capacité d'une organisation à innover. Donc, quand on parle d'innovation, normalement, vous maîtrisez le sujet maintenant, vu tous les webinaires qu'on a organisés. Pour vous donner une très rapide définition, donc l'innovation, c'est une réponse nouvelle, originale, qui est techniquement faisable, qui est désirable par les futurs utilisateurs et qui est économiquement viable. Donc ça, c'est pour l'innovation. Pour la capacité d'innovation d'une organisation, donc il y a une définition aussi qui a été apportée, notamment dans le cadre de la rédaction de ce qu'on appelle le manuel d'Oslo, qui est le manuel finalement de référence au niveau international qui définit ce qu'est l'innovation. Et finalement, la capacité d'une organisation regroupe 4 éléments qui l'influencent. C'est à la fois les ressources de l'organisation, qu'elles soient financières, qu'on parle de ses actifs corporels ou incorporels, ou même qu'on parle de l'expérience de l'entreprise en tant que ressource, donc ces années d'expérience sur un marché. Le deuxième élément qui influence la capacité d'innovation d'une entreprise, c'est ses capacités de gestion par rapport aux activités d'innovation. Et donc dans cet élément, on parle notamment de la capacité de l'organisation à établir une stratégie et à atteindre ses objectifs, et également de la capacité de la capacité organisationnelle pour mettre en œuvre la stratégie. Un quatrième élément qui influence la capacité d'innovation d'une organisation, c'est ses compétences et sa gestion RH, selon le manuel d'Oslo. Et finalement, ça rejoint ce que je disais un peu avant, cet élément, il est lié à la diversité et au niveau de compétences dont dispose l'organisation. Je parlais de pluridisciplinarité dans les équipes. C'est ça. Mais c'est également la capacité de l'organisation à proposer des formations à ses équipes et à mesurer les performances de l'entreprise pour le développement des innovations. Et enfin, le quatrième élément, c'est ce que le manuel d'Oslo appelle les capacités technologiques. Il s'agit de la capacité d'une entreprise à exploiter les opportunités offertes par le développement, par l'émergence de nouvelles technologies, que ce soit pour son besoin propre en termes de process, par exemple, ou pour faire évoluer son mode économique, ou pour développer des nouveaux produits ou des nouveaux services. Voilà. Donc, comment est-ce que l'organisation est capable de se saisir de l'émergence de cette nouvelle technologie pour en faire quelque chose qui va lui apporter de la valeur. Donc ça, c'est ce qui a été entendu au niveau international en 2018, dans ce que je disais, dans ce qui s'appelle le manuel d'Oslo. Et donc finalement, les capacités d'innovation d'une organisation, c'est le terreau favorable à l'émergence de projets et à la mise en œuvre des projets. Donc c'est ce qui différencie la capacité d'innovation de l'innovation en soi. Et donc on va partir de ces 4 éléments pour construire une démarche globale à l'échelle de l'organisation qui va donc déterminer sa capacité à innover. Et ça donne ça. Alors j'attends que ça s'affiche.
Voilà, ça donne ça. Alors, excusez-moi, le titre est pas bon, je le modifierai dans le support qu'on va vous envoyer suite au webinaire. Ce que vous voyez à l'écran, en fait, c'est la synthèse d'un document de plusieurs dizaines de pages qui est une ébauche de ce qui sera la future norme ISO 56001 qui vise à définir le cadre de mise en place d'un système de management de l'innovation. Et finalement, durant tout ce webinaire, on va repartir de cette figure-là, voilà, qui finalement définit comment une organisation peut construire sa démarche d'innovation. Alors, ça semble pas forcément très digeste de prime abord cette figure, mais vous allez voir, elle est finalement compréhensible et c'est mon objectif ce matin. Donc structurer sa démarche d'innovation, déjà on peut se poser la question pourquoi le faire, quel est l'intérêt. Le premier intérêt, c'est finalement de réduire son risque d'échec sur ses projets d'innovation. Ou pour dire autrement, c'est d'augmenter ses chances de réussite pour atteindre les résultats que l'organisation souhaite. On sait que toute entreprise, tout individu a une aversion au risque, c'est naturel, mais ce niveau d'aversion peut être différent en fonction des organisations. Pour illustrer ça, je vais vous présenter un graphique qui est issu d'une étude qu'on a publiée, que LMT a publiée en 2019, qui portait sur le rapport des PME avec l'innovation. Et dans notre étude, on avait constaté que 74% des répondants déclaraient qu'ils et elles seraient prêtes à se lancer dans un projet d'innovation uniquement si le risque d'échec était inférieur à 50%. Donc si le risque était plus élevé, ces structures-là, ces entreprises-là n'allaient pas se lancer dans le projet. Donc 74% des répondants déclaraient qu'elles seraient prêtes à se lancer dans un projet d'innovation uniquement si le risque d'échec était inférieur à 50%. Or, la réussite d'un projet et le risque d'échec finalement est lié à la manière dont ce projet sera géré et piloté. Donc, construire une démarche structurée pour piloter ces projets d'innovation, c'est limiter les risques d'échec d'un projet. Une autre raison pour laquelle il est important de structurer sa démarche d'innovation, même plusieurs raisons, elles sont détaillées dans justement le document dont je vous parlais, donc cette ébauche de la future norme ISO, c'est le fait que structurer sa démarche innovation, ça va permettre à une organisation d'avoir une création de valeur accrue grâce notamment à l'émergence de nouveaux produits, de nouveaux process, de nouvelles méthodes. Cela peut se traduire par le fait que finalement il y a des nouveaux relais de croissance pour l'entreprise ou alors qu'il y a une réduction des coûts grâce à une optimisation des process, une meilleure performance commerciale, etc. Donc tout ceci, là les exemples que je vous ai donnés, c'est plutôt du point de vue de l'entreprise, mais du point de vue des clients, on peut aussi considérer qu'il y a une création de valeur, car ce que vous allez leur proposer demain va finalement répondre à un besoin qui est aujourd'hui non satisfait ou partiellement insatisfait. Donc pouvoir répondre à ce besoin, ça va créer de la valeur également chez le client. Un autre avantage de structurer sa démarche innovation, c'est l'amélioration de la réputation. Selon le document, améliorer sa réputation, souvent on a tendance à limiter aux clients ou aux utilisateurs de nos solutions, mais la réputation peut également être considérée du point de vue de nos collaborateurs ou des partenaires. Donc c'est important aussi d'avoir ça en tête. Structurer sa démarche d'innovation a un impact sur la réputation aussi bien sur l'interne que sur l'externe. Un troisième avantage, c'est une meilleure capacité de gestion dans des conditions d'incertitude, puisque travailler dans le domaine de l'innovation, c'est travailler forcément dans un environnement qu'on ne maîtrise pas complètement. Enfin, l'objectif du management de l'innovation, c'est notamment ce que je disais juste avant, réduire les risques. Donc, ce qui veut dire qu'il y a forcément une part d'incertitude. Et donc, structurer sa démarche, ça permet de mieux évoluer dans des conditions d'incertitude qui sont finalement de plus en plus fréquentes. On le voit ces dernières années pour les entreprises, l'incertitude est de plus en plus importante. Et enfin, évidemment, structurer sa démarche d'innovation, ça renforce ses capacités d'innovation.
Alors, comment ça se passe concrètement aujourd'hui dans nos entreprises? Comment nos entreprises structurent leur démarche d'innovation? Donc là aussi, j'ai repris des éléments de l'étude qu'on avait réalisée en 2019. Donc cette étude, on l'avait faite auprès de 310 entreprises. Et parmi les 310 entreprises interrogées, il y en avait 70% qui se déclaraient innovantes. Alors juste pour info, ces entreprises étaient uniquement des PME. Donc 70% des PME interrogées se déclaraient innovantes. Ce chiffre, il est relativement proche d'autres études qui ont pu être menées plus récemment par BPI France ou par RICO, qui dans leurs études, ces deux structures ont d'ailleurs le même chiffre, et considèrent que 62% des PME ont innové au cours des 3 dernières années. Donc dans notre étude, une fois qu'on a demandé aux entreprises si elles se déclaraient innovantes, on a demandé à ces mêmes entreprises, donc aux 70%, comment elles structurent, comment la démarche d'innovation est structurée et organisée dans leur entreprise. Donc ça, c'est les résultats qu'on a eu à cette question. Et donc les répondants pouvaient cocher plusieurs propositions. Et donc, il y a énormément d'informations qui sont intéressantes, mais notamment le fait qu'il y ait un tiers des répondants qui déclarent ne pas avoir d'organisation structurée. Et également qu'il y ait finalement au sein de l'organisation une seule personne très créative qui soit à l'origine de la majorité des idées. Donc ça, c'est le constat. On va maintenant passer aux recommandations, puisqu'il y en a plusieurs. Et on va se baser pour ça sur la figure que je vous ai présentée tout à l'heure, qui, comme je disais, sont peu compréhensibles au départ, mais mon objectif ce matin, c'est vraiment que vous puissiez vous l'approprier. Alors, tout d'abord, structurer sa démarche d'innovation, moi je l'ai traduit de cette manière, c'est de passer de l'intention à l'initiative. Et pour ça, dans un premier temps, il convient pour une entreprise de tout d'abord définir ce qu'on appelle son intention d'innovation. Son intention d'innovation, c'est sa grande aspiration en matière d'innovation qui est liée finalement à sa stratégie. Et finalement, pour reformuler, cette intention d'innovation va permettre de pleinement inclure l'innovation dans la stratégie globale de l'entreprise. Alors je vais vous donner un exemple juste après, mais la détermination, la définition de cette intention d'innovation, elle résulte à la fois des deux éléments que vous voyez à l'écran, de l'analyse de grands enjeux auxquels l'entreprise doit faire face, mais également de l'identification de domaines d'opportunités qui pourraient être créateurs de valeur pour l'organisation. Donc une intention d'innovation pourrait être par exemple le fait pour une entreprise de mener sa transformation digitale ou de mener un renouvellement organisationnel. C'est une grande intention que définit l'organisation en fonction des grands enjeux auxquels elle doit faire face, en fonction de domaines d'opportunités qui pourraient être créateurs de valeur pour elle. Donc cette intention d'innovation est forcément extrêmement corrélée au contexte dans lequel évolue l'organisation. Et ce que j'ai pas encore précisé, c'est qu'évidemment plusieurs intentions d'innovation peuvent cohabiter. Il est même important que l'organisation puisse en définir plusieurs. Ensuite, une fois qu'on a défini cette intention d'innovation, on va passer sur la définition de la politique et la stratégie d'innovation. Finalement, à ce moment-là, donc c'est porté par la direction générale et il s'agit de traduire l'intention sous la forme d'engagement pris par justement cette direction générale en faveur de l'innovation. Dans cette partie, finalement, il convient de définir en quoi les activités d'innovation sont importantes pour l'entreprise, mais également de démontrer en quoi elles alimentent la stratégie globale de l'entreprise. Et finalement, c'est également lors de cette étape, lors de cette définition de la stratégie d'innovation, qu'il faudra définir comment les capacités et activités d'innovation seront également évaluées au sein de l'organisation et également de commencer à déterminer les ressources qui seront allouées à cette capacité d'innovation. Et donc finalement, au moment de la définition de cette stratégie d'innovation, l'objectif, c'est d'embarquer toutes les équipes dans cette dynamique et de commencer à promouvoir une culture de l'innovation qui favorise la remise en question, qui favorise l'apprentissage permanent, qui favorise le changement, le fait d'être à l'aise dans l'ambiguïté, qui favorise l'exploration, l'enrichissement par la confrontation de différents points de vue, la co-création avec d'autres partenaires, voilà.
Et finalement, tout ça, enfin, cette partie-là représente bien ce que nous, LMT, on souhaite faire quand on accompagne une entreprise sur le sujet de l'innovation. Parce que nous, ce qu'on considère, c'est que l'innovation, c'est pas uniquement un nouveau produit ou un process ou encore une nouvelle méthode. L'innovation, c'est l'expression d'un état d'esprit qui est insufflé par la direction générale. Et finalement, cette stratégie d'innovation, c'est la traduction de cet état d'esprit. Une fois que cette stratégie est davantage formalisée, on passe sur la phase qu'on appelle de planification. Donc finalement, c'est lors de cette phase de déterminer des premières grandes opportunités potentielles qui sont offertes par notre stratégie d'innovation. Ces grandes opportunités, ça peut par exemple être le fait d'aller à la conquête de nouveaux marchés, ou d'augmenter la satisfaction client, ou d'augmenter, de faciliter le recrutement si on a des difficultés à recruter des compétences rares, par exemple. Donc finalement, on se fixe des objectifs. On traduit la stratégie d'innovation en objectifs. Et donc forcément, ces objectifs doivent être en cohérence avec la stratégie dont je parlais un petit peu plus tôt. Ces objectifs, c'est important qu'ils soient communiqués régulièrement au sein de l'équipe, qu'ils soient suivis régulièrement. Donc, il convient évidemment de les mesurer et déterminer à la fois un calendrier, déterminer des responsables pour le suivi de ces objectifs. Et c'est également lors de cette phase de planification qu'on va déterminer les risques acceptables en termes de nature de risque ou en termes de degré de risque. Quand je dissocie la nature du degré, c'est par exemple différentes natures. Ça pourrait être en termes de risque en termes financiers, mais ça pourrait être aussi en termes de part de marché qu'on pourrait perdre, ou en termes d'arrêt de la production, par exemple. On essaie de définir des natures de risque et des degrés de risque. Jusqu'à quel niveau de perte financière l'entreprise est prête à accepter. Donc si juste je résume ces trois premiers points. Donc d'abord, l'organisation doit définir une intention d'innovation qui résulte à la fois de l'identification de grands enjeux auxquels elle doit faire face et de domaines d'opportunités qu'elle a identifiés. Une fois qu'elle a cette intention, elle le traduit en engagement dans le cadre de la définition de sa stratégie d'innovation. Et ensuite, elle le traduit en objectif dans le cadre de cette planification. Et en face de tout ça, il y a la partie qui est nommée support sur la figure, qui sont finalement les ressources. Donc c'est toutes les ressources nécessaires à atteindre des objectifs, que ce soit en termes de personnel, de temps, de finances. Et c'est important que ces ressources-là soient bien dissociées des activités courantes de l'entreprise. Donc il faut dissocier les ressources destinées aux activités d'innovation aux autres ressources. Pour vous donner un exemple, j'ai échangé en début de semaine avec une personne, avec l'un de nos contacts dans une entreprise qu'on suit depuis des années, qui m'expliquait qu'au sein de leur organisation, ils travaillent sur 6 grands domaines d'opportunités, donc ont été définis par la direction générale en collaboration avec les équipes. Et pour chaque domaine alors tous les collaborateurs doivent être impliqués dans un domaine particulier. Et donc pour ça, chaque collaborateur dispose de 35 heures dans l'année dédiées à ce projet, en tout cas à contribuer à faire émerger des projets d'innovation en lien avec le domaine. Donc chaque salarié a 35 heures et chaque groupe de travail dispose d'une enveloppe de quelques milliers d'euros, et chaque groupe de travail dispose aussi d'indicateurs de suivi pour savoir si réellement ça avance, s'ils contribuent si ce qu'ils font contribue à la stratégie d'innovation de l'entreprise. Et donc c'est bien dissocié des activités courantes de l'entreprise. C'est une activité autre. Pour donner un autre exemple, dont on parlait il y a 10 ans, c'était par exemple Google qui accordait 20% de leur temps aux salariés pour travailler sur des projets, sur des nouveaux projets. Et donc c'est comme ça que des nouveaux outils de Google sont apparus
Il me semble que c'était Google Alert, par exemple, qui était apparu grâce à ces ressources qui étaient données aux salariés pour travailler sur d'autres projets. Donc voilà pour la première partie, on va dire. Et finalement, là maintenant, on va passer beaucoup plus dans le concret et le opérationnel. C'est une fois qu'on a ces éléments-là qui sont définis, comment on engage la démarche d'innovation dans l'entreprise, comment on le traduit en action. Donc quelles sont les grandes étapes finalement d'un projet d'innovation. Pour chacune de ces étapes-là, on va définir ensemble à quoi elle correspond, et nous allons également identifier des méthodes pour la mettre en œuvre. Il s'agit peut-être de démarches, des méthodes que vous utilisez déjà actuellement, ou alors des démarches que vous avez déjà identifiées et que vous souhaitez utiliser demain. En tout cas, n'hésitez pas à réagir dans le chat. Je sais j'ai vu qu'il y avait par exemple notamment des consultants, des choses comme ça, ou même des gens dans l'entreprise. Dans d'autres types d'entreprises, n'hésitez pas à alimenter ce que je vais dire, ou à poser des questions, c'est ça qui va être également intéressant. Alors, la première étape d'un projet d'innovation, finalement, ça correspond à l'identification d'opportunités qui sont créatrices de valeur. L'identification de ces opportunités, ça peut résulter, finalement, ça résulte de constats qu'on réalise dans l'environnement de l'entreprise. Parfois, on utilise pour ça le terme insight, vous l'avez peut-être déjà entendu, qui correspond justement à ces constats. Et donc, ces constats, comme je disais, peuvent venir de plein d'éléments de l'environnement de l'entreprise. Ils peuvent venir, par exemple, de l'émergence de nouvelles tendances technologiques. Alors, l'un des exemples qu'on prend beaucoup actuellement, ou qui est le plus flagrant actuellement, c'est l'émergence des intelligences artificielles qu'on dit génératives, comme ChatGPT par exemple. Et donc on observe que cette technologie, par exemple, peut être créatrice de valeur pour les entreprises qui sont spécialisées dans l'informatique par exemple, mais elles peuvent aussi être créatrices de valeur pour les entreprises qui ont des activités éloignées, comme une entreprise industrielle par exemple, qui souhaiterait, en utilisant cette nouvelle technologie, gagner du temps sur la création de fiches produits par exemple, ou une entreprise de service qui souhaiterait intégrer un robot conversationnel pour son service après-vente par exemple. Donc ces opportunités, l'identification de ces opportunités peuvent venir de l'émergence de nouvelles tendances technologiques. Elles peuvent également venir de l'identification de nouvelles contraintes réglementaires. La fin, par exemple, de produits à usage unique, c'est une contrainte réglementaire, et nous, on a une entreprise en Mayenne qui s'est dit bon, bah, je peux peut-être l'utiliser comme opportunité. C'était une entreprise, alors c'est toujours une entreprise évidemment, qui commercialise des emballages à usage unique pour les métiers de bouche, et qui, en voyant la nouvelle réglementation arriver, qui leur interdira demain d'utiliser du plastique à usage unique, elles ont décidé de développer un contenant réutilisable. Finalement, elles ont identifié une opportunité à partir d'une contrainte réglementaire. Les opportunités présentes dans l'environnement peuvent également être liées à des changements de comportement de vos clients ou de vos clients potentiels. On peut prendre par exemple l'émergence la croissance de l'usage du téléphone portable par exemple dans le parcours d'achat. Aujourd'hui, on a le réflexe de comparer, de donner son avis, ou même directement d'acheter via son smartphone. C'est quelque chose qui ne se faisait pas du tout il y a quelques années. Un autre exemple sur les changements de comportement, ça va être par exemple ce qu'on voit de plus en plus, la volonté pour les consommateurs de consommer d'une manière de plus en plus responsable, que ce soit pour la nourriture, mais aussi pour la mode ou pour l'électroménager. Et donc là où une époque, il y avait les gens avaient tendance à acheter du neuf de manière systématique, on voit croître de plus en plus le seconde main. Et donc là, les exemples que je vous ai donnés, c'est très orienté pour les particuliers, mais c'est également vrai pour les entreprises. Il y a également des changements dans le comportement au sein des entreprises. Je pense par exemple aux entreprises industrielles qui vont faire ce qu'on appelle du rétrofit de machines. Donc ça veut dire qu'au lieu d'acheter une machine neuve, entièrement neuve, qui va leur coûter cher, elles vont reprendre une ancienne machine, elles vont remplacer certaines pièces, et elles vont la moderniser, et ça va leur permettre de ne pas acheter une machine entièrement neuve et de faire du seconde main, et en même temps de limiter les coûts.
Un autre insight, un autre domaine d'opportunité, ça peut être lié à l'interne, à des facteurs internes. Et là, je pense par exemple à une entreprise que j'ai rencontrée il y a quelques mois, qui me disait que elle recrute régulièrement des alternants. Alors évidemment, ça lui donne une nouvelle force vive, mais en plus, l'objectif pour elle, c'est que ces derniers et ces dernières, ces alternants et ces alternantes puissent présenter à l'entreprise de nouvelles compétences qui sont aujourd'hui non maîtrisées par l'entreprise et qui pourraient demain être source d'opportunités. Que ce soit, alors là pour le coup c'est une entreprise qui est spécialisée c'est une entreprise de services numériques, donc par exemple pour identifier, ça lui permet d'identifier des nouveaux outils ou des nouveaux langages ou voilà, des nouvelles choses qui pourraient être source d'opportunités pour l'entreprise. Un autre exemple sur ces facteurs internes, donc c'est pas forcément lié à des aspects vraiment de RH, à deux personnes, mais ça peut être lié aussi à des erreurs qui sont commises en interne, qui peuvent être source d'opportunités. L'un des exemples connus, qui est un vieil exemple, on va dire, c'est le Slinky, vous savez, ce ressort qui, une fois qu'on donne une première impulsion, va continuer à se dérouler tout seul et à descendre des marches, par exemple. Un jouet notamment destiné aux enfants, et ben en fait cet outil-là, il est apparu suite à une erreur. C'était un ingénieur qui travaillait sur un outil, sur le développement d'un outil de mesure, qui a fait tomber son matériel et finalement il a vu ce ressort avancer tout seul et il s'est dit tiens, il y a peut-être quelque chose à faire, peut-être que je pourrais faire un jouet. Donc il a identifié une opportunité à partir d'une erreur commise lors d'un process. Donc voilà, les opportunités peuvent venir de partout, de la vie courante, du hasard ou encore de contraintes. Alors ce qui est intéressant, c'est aussi de se définir est-ce que ces opportunités vont apparaître d'elles-mêmes ou est-ce qu'on a moyen de les chercher. Est-ce qu'on peut mettre en place des choses qui vont favoriser l'émergence de ces opportunités. Alors la première chose, c'est que pour les identifier, il faut réussir à pouvoir les percevoir. Et pour réussir à les percevoir, il faut avoir un état d'esprit qui est favorable. Donc être curieux, avoir un esprit d'ouverture, et c'est la base de ce qu'on appelle la sérendipité. Vous avez peut-être déjà entendu ce terme. La sérendipité, c'est le fait de cultiver des hasards pour faire des découvertes fructueuses. Alors, je vais pas détailler là-dessus, mais si vous voulez avoir plus d'informations, je vais vous envoyer, vous aurez le lien notamment vers un article qui a été écrit par Christian Travi dans sa newsletter, voilà, qui apporte plus d'éléments sur ce qu'est la sérendipité. En parallèle, pour identifier des opportunités, il y a tout simplement pouvoir mettre en place une veille pour, par exemple, identifier les évolutions réglementaires ou pour identifier l'émergence de nouvelles technologies. Donc ça peut être réalisé directement en interne. Là aussi, on a des ressources que je vais pouvoir vous faire parvenir sur comment mener sa veille, notamment un webinaire qui a été animé par ma collègue Sandrine Hélène Trouillard et qui est disponible sur notre chaîne YouTube. Donc on va pouvoir aussi vous envoyer ce lien. Une autre solution qui finalement coûte peu, mis à part en termes de temps, et qui est extrêmement simple à mettre en œuvre pour identifier notamment des évolutions de comportement des consommateurs ou l'évolution des besoins, c'est tout simplement l'observation et le questionnement des utilisateurs, des clients ou des clients potentiels qui à un moment d'un autre pourraient être en interaction avec votre solution ou qui sont confrontés à un problème que vous avez identifié. C'est la base de ce qu'on appelle la méthode du design thinking. Et donc, dans le cadre de c'est le début de cette méthode qui explique que finalement, ces personnes, vous pouvez les observer dans des lieux précis, dans des lieux physiques, mais aussi sur Internet. Vous pouvez aller observer leurs avis, vous pouvez aller observer leurs publications. En somme, tous les lieux physiques ou virtuels qui vont vous permettre de mieux comprendre les habitudes de consommation, vont vous permettre de mieux comprendre les habitudes d'achat, qui vont vous permettre de mieux comprendre les comportements, les frustrations, les besoins satisfaits ou partiellement satisfaits. Finalement, l'objectif, c'est d'en apprendre le plus possible sur ces personnes pour justement identifier notamment des opportunités
que vous pourriez demain saisir. Et en complément, vous pouvez, en plus de cette observation, mener une enquête auprès de votre cible pour creuser justement les besoins, attentes, frustrations que vous avez pu observer dans un premier temps. Alors là aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on a déjà on a déjà animé des webinaires sur cette méthode, et puis on a animé des matinées d'innovation sur cette méthode, sur ce sujet, et notamment ma collègue Charlotte Duval. Donc là aussi, on va pouvoir vous envoyer certains éléments qui vont permettre de retrouver tout ça. Et une autre solution qui n'est pas forcément naturelle pour la majorité des organisations pour identifier des opportunités, c'est simplement remettre en cause son modèle, en imaginant des évolutions possibles, en imaginant l'émergence de nouvelles contraintes qui vous obligeraient à travailler différemment. Vous pourriez imaginer par exemple que demain il y a un concurrent qui s'installe en face de chez vous, ou que nous soyons à nouveau tous confinés, ou que l'inflation augmente très rapidement, ou encore que les salaires doublent, que les salaires de la population, de l'ensemble de la population doublent d'un instant à l'autre, ou alors que votre meilleur commercial part à la concurrence demain avec votre fichier client. Qu'est-ce que vous pourriez imaginer pour faire face à cet événement inattendu, pour travailler différemment, pour vous diversifier? Là aussi, il y a sûrement des éléments qui pourraient être source d'opportunités en adoptant un autre regard, une autre perspective sur votre environnement. Et par ailleurs, en plus, en faisant ce travail régulièrement de rechallenger votre modèle avec vos équipes, vous êtes plus à l'aise sur le fait d'évoluer dans des conditions qui sont incertaines, avec des événements qui pourraient arriver sans prévenir. Alors, il y a énormément de méthodes qui permettent d'identifier des opportunités qui étaient jusqu'ici non saisies par l'entreprise. Je pense notamment à la méthode de l'amélioration continue ou à l'analyse PESTEL, par exemple. Et toutes ces méthodes peuvent évidemment cohabiter. Alors, je vais essayer d'accélérer parce que je vois que l'heure tourne. Une fois qu'on a identifié ces opportunités, il convient de créer ce qu'on appelle des concepts. Parce qu'en fait, finalement, pour une opportunité identifiée, il y a une multitude de façons de répondre à cette opportunité. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure sur l'entreprise qui faisait de l'emballage à usage unique, elle a décidé de proposer des contenants réutilisables, mais elle aurait très bien pu imaginer répondre d'une autre manière à la contrainte qu'elle a observée. Ça aurait été, par exemple, de développer un nouveau matériau biodégradable, par exemple, pour ces contenants. Et ça aurait été un autre concept qui aurait fait face à l'opportunité qu'elle avait identifiée. Pardon, je suis allé un petit peu trop vite. Si je vous donne un autre exemple, par exemple, si je vous donne un autre exemple, pardon, ça va être si on a une entreprise de vélo, par exemple, qui fabrique et vend directement aux particuliers. Dans notre environnement, on peut observer l'émergence d'une nouvelle tendance qui est par exemple la personnalisation des produits, des services ou même de l'expérience. On le voit de plus en plus, les marques tendent de plus en plus à personnaliser les expériences que leurs clients vivent. Par exemple, sur votre compte Netflix, vous allez avoir des recommandations que votre voisin ne va pas avoir. Ou un autre exemple, c'est les assurances voitures qui vont vous faire une facturation en fonction du nombre de kilomètres que vous avez réellement parcouru. Eh ben, pour notre entreprise de vélo, on peut s'appuyer sur cette tendance pour identifier donc l'opportunité qui est la personnalisation de produits et imaginer tout un tas d'idées qui vont répondre à cette opportunité. On peut par exemple imaginer que demain, on ne vende plus uniquement des vélos standards, mais des vélos en kit entièrement personnalisables où l'acheteur peut choisir chaque élément qui va composer son vélo, et ceci de manière indépendante. On peut également imaginer qu'on ne vende plus de vélos, mais des kilomètres parcourus, un peu à la manière de ce que je vous disais sur les assurances, et qu'on puisse avoir, je sais pas, un objet connecté sur votre vélo qui permet de définir le nombre de kilomètres que vous avez parcouru à la fin du mois et qui vous envoie une facture en fonction du nombre de kilomètres parcourus. On peut aussi imaginer un système d'abonnement qui permettrait aux acheteurs de vélos de recevoir chaque mois de nouveaux parcours à découvrir près de chez eux en fonction de leur lieu de vie et des lieux qu'ils affectionnent le plus. Donc on pourrait par exemple personnaliser des parcours pour aller dans des forêts, dans des chemins ou dans des villes, mais aussi en fonction du vélo qui a été acheté, est-ce que c'est un VTT, est-ce que c'est un VTC, ou en fonction du souhait de difficulté qui est souhaité. On peut imaginer que demain, le client demande à recevoir des parcours
plutôt orienté sur des parcours très sportifs ou alors plutôt des balades en famille, accessibles à tout âge. Donc là aussi, on peut imaginer tout un tas d'idées qui vont adresser de manière différente l'opportunité qu'on a identifiée. Et c'est important d'avoir une multitude d'idées, simplement parce que tout d'abord, la première idée, c'est rarement la meilleure. Et puis également parce qu'on peut avoir différentes innovations qui vont émerger d'une même opportunité identifiée. Simplement que ces innovations vont apporter des valeurs différentes. Et c'est d'ailleurs ce qui est primordial dans la définition d'un concept, c'est qu'un concept, c'est pas uniquement une idée, c'est une idée qui est associée à un modèle qui va créer de la valeur, soit pour l'entreprise, soit pour son client, soit pour les deux. Donc en fait, avoir une multitude d'idées, c'est ce qu'on appelle avoir un portefeuille d'innovation. Et au sein de ce portefeuille d'innovation, il faut évidemment avoir conscience que tous les concepts ne seront pas forcément développés, qu'on va effectivement en retenir qu'un ou plusieurs. Mais avancer sur plusieurs projets en parallèle permet quasiment de s'assurer qu'à la fin, on aura au moins une réponse la plus adaptée à l'opportunité qu'on a identifiée plus tôt. Si je reviens juste sur la définition du concept, et donc il dit effectivement sur le fait qu'un concept, c'est pas uniquement une idée, mais que c'est également associé à une valeur. Sur mon exemple de vélo en kit, donc ça va effectivement apporter de la valeur pour l'entreprise parce que ça peut être considéré comme un nouveau relais de croissance, mais cette idée va également certainement avoir de la valeur pour mon client. Si je reprends une autre étude qui a été menée plutôt dans l'univers de la mode, on expliquait que la personnalisation de produits, ça avait un impact sur le client et le client était prêt à payer de 10 à 25% de plus un produit s'il avait été personnalisé. Donc c'est bien que le client considère que le nouveau produit personnalisé lui apporte une valeur supplémentaire. Donc voilà, il est important d'associer à l'idée la valeur qui est apportée grâce à cette idée. Mais c'est pas tout. Un concept, c'est pas qu'une idée et une valeur, c'est également des incertitudes. Pour chaque idée générée, il y a forcément une zone d'ombre, une zone d'incertitude. Si on repense, par exemple, à mon idée de vélo en kit, il y a plein de questions qu'on peut se poser. Par exemple, est-ce que les gens sont prêts à acheter un vélo qu'ils devront monter eux-mêmes? Est-ce que mes process sont aujourd'hui adaptés pour le développement de cette nouvelle offre? Est-ce que ma responsabilité, par exemple, sera engagée si le client a un accident alors que le vélo avait été mal monté? Est-ce qu'il y a des offres similaires qui existent? Est-ce que, même en interne, est-ce que mes salariés qui sont des passionnés de vélo, et qui sont passionnés par le montage de vélo, est-ce qu'ils vont accepter le fait de ne plus faire ce montage final? Est-ce que toutes mes pièces sont bien compatibles, etc. Donc il y a une multitude d'incertitudes concernant ce concept et c'est normal puisqu'on parle d'un concept innovant. Et donc l'objectif de la création de concept, c'est d'identifier pour chaque idée imaginée là où les valeurs créées associées et les zones d'incertitude liées à l'idée. Et donc pour réduire ces incertitudes, on passe à l'étape suivante, qui est la validation des concepts. Alors pour la validation des concepts, donc l'objectif, comme je disais juste avant, c'est de réduire les incertitudes et on va s'intéresser aux différents aspects, que ce soit les aspects marketing du concept. Donc là, il convient notamment d'interroger la cible suffisamment tôt pour faire tester la solution avec une première version, par exemple, pour qu'ils s'en saisissent, pour vérifier si ça répond réellement à un besoin, que l'usage est pertinent. Vous pouvez être persuadé que votre réponse est la bonne pour le besoin du client, mais finalement, c'est le client ou l'utilisateur final qui va être le seul juge de paie qui va dire si réellement votre solution a un potentiel ou pas. Donc, c'est important à ce moment-là d'être dans cette validation des concepts, d'être à l'écoute et de surtout pas camper sur ces certitudes. Lors de cette phase, on va s'intéresser aux aspects notamment juridiques et réglementaires. Par exemple, comme Jean-Luc est là, je pense, est-ce que c'est important de protéger le nom de ma future marque de vélo en kit, par exemple? On va s'intéresser aux aspects organisationnels. Donc, est-ce que j'ai les ressources nécessaires pour porter mon projet? Et de quelles ressources je vais avoir besoin pour le porter demain? On va s'intéresser également aux aspects techniques. Pour ça, on peut notamment échanger avec des experts, réaliser des prototypes. On va identifier des partenaires. Et on va s'intéresser également à l'aspect financier et donc déterminer notamment
les aides financières mobilisables et également identifier tous les éléments qui vont être source de coûts pour le développement et le déploiement de ma solution, et également identifier mon modèle de rémunération. C'est aussi durant cette phase de validation des concepts qu'on va commencer à prioriser le concept par rapport aux autres concepts qui ont pu émerger lors des phases précédentes. Et cette priorisation doit se faire en fonction de critères qui sont objectifs, comme par exemple le chiffre d'affaires espéré ou la différenciation que va nous apporter le concept par rapport aux autres. La difficulté aussi de mise en œuvre, les moyens nécessaires en termes d'euros, de temps, par exemple. Et cet arbitrage se fait aussi en fonction du risque acceptable. C'est ce qu'on avait défini au moment de la planification, quel est le degré de risque qu'accepte l'organisation. Et donc l'arbitrage des concepts, le choix des concepts va faire aussi en fonction du niveau de risque le niveau de risque acceptable défini en amont par l'entreprise. Et donc, pour valider ces concepts, on peut notamment s'appuyer sur une méthode qui est le Lean Startup, qui permet d'obtenir un maximum d'informations sur l'utilisateur final pour s'assurer que la solution qu'on imagine répond effectivement au mieux aux besoins réels de l'utilisateur. Et l'intérêt du Lean Startup, c'est qu'on peut faire cette approche-là avec des ressources limitées, et qu'en plus, cette approche nous permet de vérifier la viabilité du modèle économique qu'on imagine. Et donc là aussi, on a animé un webinaire, donc je vous encourage à aller le voir, un webinaire sur la méthode du Lean Startup. Et quoi qu'il arrive aussi sur cette partie validation des concepts, on a animé un webinaire l'année dernière, en juillet 2022, sur ce sujet. Et donc une fois qu'on a réduit nos incertitudes, on passe aux phases finales, qui sont le développement et le déploiement des solutions. Alors là, je vais aller rapidement sur ces phases qui sont en général beaucoup mieux maîtrisées par les entreprises, puisqu'on a réduit les risques d'incertitude grâce à cette phase de validation des concepts, et donc on rentre sur le développement et le déploiement un peu plus classique d'un projet. Et on va, entre guillemets, simplement mettre en œuvre ce qui a été défini plutôt dans les étapes précédentes. Et donc, dans cette phase, notamment de développement, on va s'intéresser à l'aspect de la production de la solution. Donc, c'est là qu'on va notamment entrer en contact avec les fournisseurs. On va certainement s'équiper de machines ou de logiciels nécessaires. On va commencer à co-créer la solution. Bref, on va mettre en œuvre les actions de production liées aux actions qu'on a identifiées comme nécessaire auparavant. On va également commencer à s'intéresser à l'aspect de la communication, en commençant à préparer le support ou à commencer à préparer les canaux sur lesquels on va communiquer. Et évidemment, on va aussi continuer à insister sur l'importance de communiquer en interne sur ce qui est développé pour s'assurer de l'adhésion des collaborateurs et des collaboratrices qui sont finalement les premiers prescripteurs de la solution qu'on propose. On va également travailler sur les aspects de distribution en rentrant en contact avec divers partenaires, réseaux distributeurs, et on va s'intéresser à l'aspect financement en allant chercher les fonds nécessaires, soit auprès de sa banque, soit auprès de sa région, par exemple, si on veut solliciter des aides, simplement pour avoir la capacité d'investissement suffisante, la trésorerie suffisante pour développer et déployer notre solution. Et chose importante, c'est le dernier point, c'est ce qu'on appelle la scalabilité. C'est lors de cette phase également qu'on va envisager le futur de la solution en anticipant son succès, en se préparant à pouvoir augmenter significativement sa diffusion si demain la demande augmente fortement. Donc c'est à ce moment-là qu'on doit anticiper cette hausse potentielle de la demande, donc ce qu'on appelle la scalabilité. Et donc après, une fois qu'on a travaillé sur cette phase de développement, on passe simplement au déploiement, ce déploiement, si les phases précédentes ont été scrupuleusement mises en œuvre, cela devrait augmenter vraiment le potentiel de réussite de notre projet d'innovation. Donc sur l'ensemble de ces phases que je vous ai présentées, nous on a l'habitude d'intervenir, on a l'habitude d'accompagner les entreprises sur ce projet-là, que ce soit pour les accompagner sur l'identification d'opportunités, sur la création de concepts, pour vérifier si leur projet est réellement faisable, mais aussi pour définir avec elles la stratégie d'innovation que pourra apporter l'organisation. Ce qui est important de retenir sur ce webinaire, c'est le fait que
une démarche d'innovation, c'est une démarche globale de l'entreprise qui part avant tout d'une intention qui se traduit par un engagement de la part de la direction générale et qui est traduit derrière en objectif, et que derrière, pour mener un projet d'innovation, il y a des démarches, des étapes importantes par lesquelles passer, notamment l'identification d'opportunités qui pourraient être créatrices de valeur pour la société ou pour ses clients, la création de concepts à partir de ces opportunités, et donc ces concepts, c'est plusieurs concepts à partir d'une opportunité, et un concept, c'est une idée à laquelle on associe une valeur et toute une liste d'incertitudes, des hypothèses. La troisième étape, c'est donc la validation des concepts et donc la réduction de ces incertitudes. Et ensuite, on passe sur la partie de développement des solutions qui est facilitée grâce à la réduction de ces incertitudes. Il est 11h59, j'ai essayé de courir sur la fin de ce webinaire. C'était plus une marche, c'était une course à pied. Vous avez certainement des questions ou des remarques, des choses qui pourraient permettre d'enrichir ce que j'ai pu dire, pardon. N'hésitez pas à les partager maintenant. Merci beaucoup Stéphane. Alors il n'y a pas eu de questions pendant ton intervention. Quelques petits compléments par contre. Et par exemple Emmanuel qui partageait un peu cette opportunité de verdir les offres pour répondre aux enjeux environnementaux, aux tendances, etc. Mais en disant bien que voilà, on peut verdir son offre, mais il faut le faire avec sincérité et pas juste pour le marketing. Et que, du coup, voilà, cette volonté de verdir pouvait créer plein d'opportunités pour les entreprises. Il citait par exemple le site internet lesréparables.fr qui digitalise finalement la réparation textile en s'appuyant sur l'économie circulaire. Et puis on avait également une autre remarque, cette fois donc de Jean-Luc, sur la thématique propriété intellectuelle, qui complétait qu'il fallait en tout cas vérifier la disponibilité de la marque que l'on souhaitait pouvoir utiliser, et que cette propriété intellectuelle avait des conséquences en termes financiers. Donc il fallait aussi également le prendre en compte au moment où on planifiait aussi les ressources financières pour les projets. Donc voilà un peu les deux remarques qui sont venues pendant ton intervention. Et effectivement, là, Emmanuel et Jean-Luc sont chacun des experts de leur domaine. C'est important dans ces différentes étapes-là de faire appel à des experts extérieurs aussi pour l'entreprise, d'avoir différents points de vue, et comme je disais, voilà, nous, on est aussi capable, voilà, d'accompagner les différentes étapes, la structuration, en tout cas la démarche d'innovation d'une entreprise. Charlotte, tu veux peut-être s'associer à d'autres questions? Ça n'a pas l'air de sortir. Après, peut-être que vous êtes en train de taper votre question. Pas de souci, hein, on va rester quelques minutes ensemble. Prenez le temps de partager vos questions ou vos remarques. Et donc, en effet, en attendant, je vais vous parler de la prochaine date de notre programme des matinées webinaires de l'innovation. Donc, ce sera une matinée d'innovation, donc en présentiel cette fois-ci, qui aura lieu le mardi 12 décembre de 8h à 10h, donc dans nos locaux, la Maison de la Technopole à Laval. Et donc, cette matinée d'innovation sera baptisée « Vendre son innovation, c'est pas magique ». Et donc, on va parler commercialisation, comment commercialiser, finalement, quelle méthode pour définir les actions de communication et de commercialisation pour vendre son innovation. Donc, les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes. N'hésitez pas à vous inscrire. Ce sera un plaisir de vous retrouver pour ce dernier événement de l'année. Tu mets la slide. Comme d'habitude, on vous a préparé un petit questionnaire de satisfaction. Donc, ce serait super de prendre quelques instants pour le compléter. Je vais vous remettre le lien dans le chat. Puis, dans tout le cas, je vous le réenvoie par mail tout à l'heure. Également par mail, on vous enverra le support de présentation utilisé par Stéphane, avec également tous les liens des articles et des webinaires qu'il a pu citer. Voilà pour les petites infos. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, Stéphane, là-dessus. Non, simplement, n'hésite pas, voilà, à nous contacter pour échanger sur vos projets. On est là pour ça, donc vous avez nos coordonnées, normalement. On se tient à votre disposition. Parfait. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir de questions ou de remarques qui arrivent dans le chat. Donc, merci beaucoup à toutes et tous de votre présence. On va vous souhaiter une agréable journée, une agréable semaine.
peut-être à bientôt en décembre et sinon, on se verra sur un prochain événement. Merci beaucoup. Merci.